Iliman Khan, on ne peut que l'aimer de par le verbe scientifique qu'il incarne. J'ai la redoutable tâche, comme vous le rappelez souvent, de parler devant des maîtres, des philosophes, des juristes, des sociologues, de toutes les connotations scientifiques. Par nature, Professeur Iliman Khan, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Et ça, nous ne pourrons jamais le rappeler assez. Bienveillant. Parce que c'est quelqu'un qui s'investit à tout prix. Là où la science l'invite, il est présent. C'est extrêmement important de le distinguer sous ce rapport. Et je voudrais faire une petite note à l'endroit du chef département de philosophie, puisque vous voyez le colloque, c'est en collaboration avec le département. C'est un département de par le passé, de par les esprits qui l'ont porté, lui ont donné une visibilité scientifique. Je vais vous juste donner aussi un de nos grands maîtres qui est ici présent, qui a pris la parole ce matin, le professeur Ali Jniaï, qui ont sauvegardé l'intégrité scientifique de l'université. Et moi, je suis très fier de ça. Et l'Académie nationale des sciences techniques du Sénégal est une fierté pour nous chercheurs, pour nous intellectuels, pour nous gardiens d'un flambeau dont on a parlé ce matin, de la vigilance intellectuelle sur les questions qui traversent, les controverses qui traversent notre espace public. Je y reviendrai tout à l'heure. Donc, chapeau au chef département qui nous a ouvert les portes du département, qui est aussi bienveillant, ouvert, accessible et attachant. Et sous ce rapport, nous n'avons pas véritablement un cadeau à vous offrir, sinon on l'aurait fait en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, tout discours porte un accent. C'est Gilles Deleuze qui le dit. Les deux discours qui ont précédé ont porté un accent particulier, à savoir la conflictualité qui traverse l'espace public pour surtout certains pays africains. C'est dans cette direction que je voudrais un peu orienter ma communication, dont le thème est la problématique, le régime de laïcité face à la problématique de l'exercice des droits culturels et religieux. Pour faire simple, tout le monde sait qu'il y a eu ce qu'on peut appeler, qu'on appelle d'ailleurs, les travaux du groupe de Fribourg en 2007, qui est revenu sur l'intérêt qu'il y a à promouvoir les droits culturels, puisqu'ils pensent, ce sont des travaux qui ont été faits par une multitude d'universitaires, de chercheurs, d'intellectuels, l'UNESCO, etc. Parce qu'ils pensent qu'en prenant en compte ou en prenant en charge les droits culturels, on prend en charge le fondement même de tous les autres droits, puisque au fondement de tous les autres droits se trouvent les droits culturels. Je n'ai pas le temps de développer. Mais le philosophe, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a une résonance de certaines thématiques qui ne sont pas liées à certains pays africains, comme le Sénégal, par exemple, le Mali, la Côte d'Ivoire, des questions qui sont agitées ailleurs, mais qui viennent percuter ou se répercuter, ou en tout cas traverser l'espace public africain pour certains pays comme le Sénégal. Et donc la question c'est celle-ci, c'est comment le régime de laïcité peut-il prendre en charge ces difficultés à aménager l'exercice des droits culturels et religieux tout en préservant ce qu'est l'esprit même de la laïcité que je vais évoquer tout à l'heure. Et sous quelle réserve? Puisque le philosophe ne parle que quand il y a problème. Il l'a rappelé tout à l'heure. C'est principalement la question qui me préoccupe. Donc, le groupe de Fribourg, on ne peut pas ne pas en parler, nous dit que les droits culturels, ce sont des droits qui protègent les droits de chacun de développer, d'exprimer son humanité, sa vision du monde, la signification qu'il donne à son existence et à son épanouissement par l'intermédiaire, entre autres, de valeurs de croyance, de convictions, de langue, par l'expression artistique, les institutions. Et
des modes de vie. Ce que nous constatons pour l'espace public africain, notamment des pays comme le Sénégal, le Mali ou la Côte d'Ivoire, dont la tradition de laïcité a été traitée ce matin, de tolérance, de respect, de liberté religieuse, d'accord, c'est que cet espace-là doit concilier une exigence qui est celle de l'exercice des droits culturels et religieux, tel que le groupe de Fribourg l'a défini, et préserver quelque chose de supérieur en principe, à savoir ce que le professeur a rappelé tout à l'heure, la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Pour le faire, pour donc traiter ça, j'évoque d'abord l'esprit du régime de laïcité. Ce matin, il a été rappelé les principes fondamentaux du principe de laïcité, les éléments fondamentaux, à savoir la liberté de conscience de culte, la neutralité, l'indépendance, la séparation. Mais l'esprit réside dans une double émancipation, non seulement des esprits, mais également de ce même espace, à savoir l'espace public. Puisque dans l'espace public où on exerce ses droits, il arrive que des groupes, des individus, veuillent imposer leur perception, leur manière de croire en véhiculant des idées, des messages, etc., qui risquent de heurter ce qui peut être considéré comme sacré pour d'autres. Comme sacré pour d'autres. On peut énumérer énormément de problématiques. Nous avons parlé les modifications génétiques, droit à l'avortement, les propos extrémistes, etc. etc. D'accord? Des questions liées à ces problématiques. Donc, c'est ça l'esprit. Double émancipation des esprits et de l'espace public. De quoi? Des contraintes intérieures et des contraintes extérieures. C'est cela le défi du régime de laïcité. Défi qu'il doit prendre en charge. Après avoir donc évoqué l'esprit, il faut trouver des mécanismes par lesquels on doit aménager l'exercice de ces droits culturels et religieux. Ça, c'est une question pratique. Il faut que ces questions-là trouvent des réponses, à défaut des solutions, des réponses pratiques. Comment donc aménager l'exercice de ces droits et libertés culturelles? Donc, vraiment, je vais vers le mot de la fin. L'aménagement de l'exercice des droits culturels et religieux répond à une nécessité qui consiste pour chaque individu à faire culture et à exercer sa liberté de conscience et de culte, tout en acceptant de reconnaître aussi la nécessité de renforcer et de consolider ce qui unit les citoyens, à savoir le lien civique, la fraternité, la cohésion sociale. L'exercice de ces droits est un facteur de construction et de consolidation de ce lien. Leur exercice impose a priori de préserver les valeurs de l'usage public de la raison. Ainsi, aménager l'exercice de ces droits importants consiste à définir les conditions de leur mise en œuvre dans l'espace public et les institutions publiques. Il faut d'emblée initier et promouvoir davantage une politique de valorisation du pluralisme culturel et religieux à travers la pédagogie et le système éducatif. Ça a été dit ici ce matin, je ne veux pas insister doucement. Je vais vous donner par exemple un exemple très simple que nous avons pour la ville de Hambourg en Allemagne, où des cours religieux étaient donnés juste par une confession, pas d'autres. Et finalement, ils ont rectifié cette politique-là. Ça a bien marché, puisque tout le monde se retrouve dans les différents cours confessionnels qui ont été proposés. Évidemment, en y voyant les valeurs que contiennent ces confessions-là et ces droits-là. Donc, valoriser le pluralisme religieux et culturel. Ensuite,
valoriser les ressources culturelles et religieuses et les traduire en droit et de les enseigner aux citoyens dans des cadres appropriés, à savoir les écoles, universités, centres de formation, structures dédiées à la formation morale et intellectuelle. Il s'agit surtout de mettre en valeur une idée importante, et je termine par ça pour l'aménagement. Cette idée, ce n'est pas le multiculturalisme, certains ne l'auraient pas proposé, mais plutôt l'interculturel. Parce que dès qu'on voit dans le multiculturalisme une certaine juxtaposition, alors qu'il s'agit entre des cultures, entre des ressources morales, religieuses, etc., de s'interpénétrer, de se connaître en vue de découvrir ce qui peut les rapprocher et non pas ce qui peut les diviser. C'est une tâche pédagogique qui peut permettre de le faire. Donc, enfin maintenant les limites, puisque l'exercice des droits implique également des réserves. Je parle sous le contrôle des juristes. Les limites relatives à l'exercice de ces droits. Tenez bien, il y a une définition que je vous propose ici, qui est dans le dictionnaire philosophique, pas de philosophie. J'ai essayé de retrouver dans les dictionnaires de philosophie cette définition, elle ne s'y trouve pas. Mais dans le dictionnaire philosophique, puisqu'il y a une nuance, dans le dictionnaire philosophique, il y a une définition qui est donnée de la laïcité et qui pose problème. Par exemple, pour des cultures, pour des espaces publics comme les nôtres. C'est la définition que propose André Comte-Sponville de la laïcité. Il écrit: la laïcité, ce n'est pas une croyance, c'est un principe, ou plusieurs. La neutralité de l'État vis-à-vis de toute religion, comme de toute métaphysique. Son indépendance par rapport aux églises, comme l'indépendance des églises par rapport à lui, et la conscience et de tout culte. D'examen et de critique, l'absence de toute religion officielle, de toute philosophie officielle, le droit en conséquence pour chaque individu de pratiquer la religion de son choix et de ne rien pratiquer aucune, le droit de prier ou de blasphémer. Et je me suis arrêté. Et il dit, on ne doit pas, dans un régime de laïcité, on ne répond pas de ses idées, mais de ses actes. On doit rendre compte de ses actes si toutefois ces actes constituent des troubles à l'ordre public. Dans notre espace, qui est le nôtre, qui a une tradition de respect, de tolérance, de liberté, ce droit pose problème. Et il mérite qu'on lui apporte une réponse. Et les ressources que nous avons nous permettent d'y répondre. Donc, cela inquiète pour des gens qui ont des soucis pour la paix sociale et la cohésion sociale. La définition du philosophe contient un paradoxe. En effet, dans l'exercice de la liberté de conscience, il est bien possible de heurter l'autre dans ses convictions religieuses, comme c'est le cas du droit au blasphème. Et dès lors qu'une conscience est heurtée, et celle-ci se reconnaissant, d'autres consciences, surtout religieuses ou culturelles, il peut y avoir trouble à l'ordre public, puisqu'une communauté est blessée dans ses convictions sacrées. Donc la limite principale de l'exercice des droits culturels et religieux, c'est justement le sacré. Le sacré. Chacun de nous, dans son identité, dans l'identité collective, a quelque chose de sacré qu'il faut honorer, qu'il faut respecter si nous voulons préserver notre vivre ensemble, qui passe par l'être ensemble. Professeur, je ne voudrais pas être aussi loin que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.